camions, tout ça, la passe aujourd'hui, mais ce n'est pas fameux. Nos chauffeurs qui envoient les vivres au Niger et, comment vous l'appelez, et sinon dans les pays sans littoral, il faut vraiment les féliciter. Il faut les féliciter parce que qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit que c'est, en fait, ailleurs, c'est vraiment des mouvements organisés. Oui. Et il parlait tout à l'heure des militaires qui ont été... qui ont quitté le RSP. Le RSP. Mais vous imaginez, quand les chauffeurs quittent, ils arrivent à la frontière, ils vont, les djihadistes les attaquent quand même. Mais on ne les tue pas, on ne les prend pas de l'argent. Mais on vérifie, on fouille les camions. C'est ce qui se passe maintenant. On fouille les véhicules, les camions pour voir s'ils n'ont pas pris un policier, un militaire ou un gendarme. Oui. Donc si jamais vous prenez à bord, parce que les policiers et les gendarmes qui sont aux frontières veulent par exemple rentrer dans les camions pour aller descendre à Fada ou ailleurs. Donc si vous commettez l'erreur de prendre un élément corps habillé dans votre camion, c'est que vous risquez d'être, lorsqu'on va le découvrir, que ce n'est pas un chauffeur, mais c'est quelqu'un que vous êtes en train de dépanner, vous êtes foutu. Vous-même, vous êtes mort, et lui, il est mort systématiquement. C'est-à-dire que les djihadistes, aujourd'hui, qu'on voit, ils ont leur plan, ils laissent passer les marchandises. Parce qu'ils savent que les biens là, c'est pour nourrir leur pays. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, il y a une question d'intérêt qu'il dit... Les gens peuvent s'asseoir et discuter, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Quand même, on ne peut pas tout maîtriser parce que il y a, comment l'appelle-t-on, l'Occident aussi qui joue sur nos sous-sols, qui veulent s'accaparer. Donc, autant mettre suffisamment des armes et dans nos pays, les conflits. Et on part aussi vers le Mali avec un État, je peux dire un peu, disons presque voyou. Regardez, on achète 2 hélicoptères à coût de milliards pour lutter contre le djihadisme. Regardez au niveau de, comment l'appelle-t-on, de Hong Kong, d'accord, où la semaine dernière, on a annoncé des camions, c'est-à-dire qui portent des armes et des éléments de dispersion de foule, mais qui sont à l'état neutre, qui sont livrés par la France à Hong Kong, d'accord, pour maintenir, sinon contenir la contestation en cours. Et que chez nous, où il y a les armes, là-bas, c'est les gens qui manifestent, qui s'en vont faire des sit-ins. Ici, on dit que le pays est attaqué. Le pays est attaqué par les djihadistes. On veut même prendre jusqu'à Bamako. Il a fallu la France pour stopper l'avancée. Maintenant, vous voulez acheter des armes, on s'en va acheter des hélicoptères qui, à moins de 2 ans, sont coulés au sol. C'est que les gens ont trouvé encore l'opportunité, dans cette histoire de guerre qui est en train de tuer le pays, d'aller faire du business pour garder les sous. Généralement, les mafieux, c'est pendant la guerre. Que dire des armes? Non, c'est là-bas, vous comprenez pourquoi les soldats, que ce soit maliens, et nigériens et burkinabés, n'arrivent pas à lutter contre le djihadisme. Peut-être parce que même les armes qu'ils achètent ne sont pas compatibles. Peut-être que les munitions... Il y a aussi un autre point sur lequel les enfants sont également victimes collatérales. C'est déjà que quand il y a la guerre, ils ne peuvent pas aller à l'école. Bien évidemment, c'est-à-dire c'est l'éducation qui en pâtit. L'éducation en pâtit. Regardez avec même ce que nous avons connu au Togo. Pendant la guerre, lorsque vous perdez par exemple vos parents, votre avenir hypothéqué, vous détruisez votre avenir comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas réussi leur vie, c'est parce que leurs parents ont été tués pendant des soubresauts politiques. Je ne parle pas du Togo particulièrement, mais je parle du monde entier au fait. En Afrique, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui ont perdu leur avenir pendant l'exode. Vous imaginez, vous êtes dans un pays, pendant la guerre, vous fuyez, vous déplacez, vous perdez vos parents, et vous ne savez même plus à quel sein vous serez voué. Tout votre avenir, toute votre vie est détruite comme ça. Ces moments, ces soubresauts-là, ça détruit beaucoup l'avenir des enfants. Mais l'important aujourd'hui,
on ne comprend pas pourquoi les Africains, eux, ils mettent un accent particulier sur les enfants. Qu'est-ce qu'ils attendent, au fait? Que ce soit les djihadistes sont là, c'est leur caractère, il y a toujours un résultat qu'ils recherchent. Mais les autres, au Congo par exemple, pourquoi on met au devant de la scène les enfants? Quel est l'intérêt recherché quand on met une bombe derrière au dos d'un enfant et puis l'enfant il va s'exploser? Qu'est-ce qu'on retire comme bénéfice? On va juste heurter la conscience humaine. On va juste dire oui, on a le résultat. Mais quel est le résultat? Je pense que le problème au fait, c'est qu'on ne pense pas véritablement à l'avenir du continent. Parce que autant vous pensez à l'avenir du continent, autant vous pensez que ces enfants-là, ce sont eux qui construisent la relève de demain. Mais aujourd'hui, nous, ça ne nous dit pratiquement rien. Les soubresauts politiques, les guerres, les moments difficiles ont détruit la vie de ces enfants. Parce que leurs parents ont été détruits, leurs parents ont leurs jambes, leurs membres amputés. Les parents qui subvenaient à leurs besoins ont une partie de leurs membres amputés. Et ils ne peuvent plus être à leurs petits soins. Et c'est ce qui même favorise la délinquance. Les gens sont devenus délinquants parce que les parents ont resté leur responsabilité à la maison. Quand vous êtes valide, vous prenez soin de vos enfants. Le jour où vous n'êtes plus valide, vous restez cloîtré à la maison. Peut-être vous demandez à votre enfant d'aller chercher à manger. C'est là où aussi intervient la prostitution. Des filles qui n'ont plus rien, qui voient leurs parents en train de souffrir, se voient obligés d'aller chercher de l'argent dans les rues. Les filles à 15 ans, 14 ans comme ça. Vous voyez, c'est des situations qui sont un peu difficiles et il va falloir les éviter. Maintenant, par rapport à ce que Francisco Nampokura disait, le djihadisme, il faut trouver un moyen. Il y a, lors de la plaidoirie, l'autre fois au Burkina Faso avec le général Diendéré, il disait, mais libérez-moi et je vous règle le problème du terrorisme. C'est trop facile aussi. Oui. Mais je pense que c'est des éléments. Il y a Barsolé, Djibril Barsolé, qui est un gendarme, qui a été ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré pendant des années, qui connaît un peu le système. Et il y a le général Diendéré qui connaît, c'est lui qui négocie avec les djihadistes. Il sait comment ça se passe. Il y avait aussi beaucoup de compromissions avec ces djihadistes parce que lui aussi, il avait sa part du gâteau. Oui, bien évidemment, mais au moins de la cause qu'on puisse leur reprocher, ils réussissaient à installer, je sais pas, à assurer la stabilité de la zone. Du pays. Du pays. Mais vous pouvez faire ça ailleurs, mais pas chez nous. Mais pas chez nous. Mais regardez, depuis que Blaise est parti, regardez la recrudescence de ces attaques terroristes-là. Mais là, ce n'est pas sérieux. Mais l'autre chose aussi qu'il faudrait soulever, mais à quoi sert le G5 Sahel? C'est une force internationale qui a été créée par les Nations Unies. C'est une force internationale qui a été créée par l'Union européenne, la France, l'Allemagne et d'autres pays pour assurer la stabilité dans la zone, pour lutter efficacement contre les terroristes, contre les djihadistes. Mais le G5 Sahel est là, on y a mis des milliards de francs CFA, mais des gens meurent. Mais à quoi sert le G5 Sahel? C'est la question qu'on se pose fondamentalement. Non, comme il le disait, le G5 Sahel sert à quoi? Aujourd'hui, la France est en train de sortir ses troupes, de diminuer l'effectif, tout comme de l'autre côté, en Afghanistan, et comment l'appelle-t-on, et ailleurs, l'Amérique est en train de le faire. Et ils l'ont fait déjà en Syrie. Ça veut dire qu'ils nous laissent à notre triste sort. Ils ont suffisamment causé du bordel. Bon, maintenant, ils pensent qu'ils vous ont vu que bon, on ne doit plus mourir. On les laisse régler leurs problèmes. Et nos États ne sont pas efficaces. Des écoles, vous l'avez dit, au Burkina, au Niger, au Mali, on rentre, c'est-à-dire que les djihadistes viennent dans une école, on demande vous enseigner quelle langue. Et si vous dites on enseigne le français, donc le professeur qui enseigne, l'enseignant qui enseigne le français est décapité, et on peut éliminer les gens comme les enfants comme ça. Oui, mais attendez, on ne peut pas. La dernière fois, j'ai dit, quand vous voyez même la stratégie de communication de Boko Haram et autres ont évolué. Avant, ils n'évoluaient en arabe. Et même, ils ne passaient que la radio Al Jazeera. À un moment donné, ils ont commencé par utiliser Internet. Ils ont même commencé par utiliser le français, l'anglais et autres. Mais donc, si aujourd'hui encore des gens en Afrique disent qu'ils sont djihadistes et ils disent n'enseignez pas le français, n'enseignez pas l'anglais, c'est qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a aucune logique dans ce qui est en train de se faire. Boko Haram signifie l'éducation occidentale est un péché. Mais ce qui est incongru dans la chose, c'est que vous allez voir par exemple chez Kaou qui va s'exprimer devant une caméra fabriquée parce que des gens ont pu être éduqués pour fabriquer ça. Pourquoi ils ne prennent pas les chevaux, les chameaux pour faire le truc.
réseaux sociaux vraiment, pour ça. notre Afrique, c'est tout un désordre. Et puis ici, l'autre problème aussi, par exemple, quand il s'agit d'une guerre conventionnelle, il y a des règles. D'une guerre conventionnelle, mais là on est sur une guerre asymétrique. Asymétrique, oui, on ne difficile d'établir des règles aussi. Oui, mais justement, mais quand vous éliminez, quand ils éliminent les enfants africains, eux-mêmes ils sont déjà âgés. Les enfants, déjà quand ils sont dans la guerre, je ne sais pas où ils ont caché leurs enfants. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'enfants africains pour l'Afrique. Ils tuent l'Afrique. Pour qui? Mais puis, moi j'insiste beaucoup sur le dialogue. Parce que regardez aujourd'hui, les FARC en Colombie. Oui, mais ici, dialoguer avec qui? C'est ça aussi. Oui, mais Diendéré connaît ses chefs, ses anciens amis. Les chefs sont là. Les chefs de ces groupes sont là. Ils existent. Ils traitent directement avec AQMI. Ils traitent directement avec l'État islamique. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est un réservoir d'éléments de jeunes djihadistes pour l'État islamique. N'oubliez jamais ça. D'accord, on va évoquer le second sujet rapidement. C'est la Côte d'Ivoire pour 2020. Soro affiche clairement, ne cache plus ses intentions. Guillaume Soro et ses partisans sont décidés à occuper le terrain pour se faire entendre. À quelques mois des élections présidentielles de 2020, le président du comité politique qui a affiché clairement ses ambitions à être candidat en 2020 fédère autour de lui tous les mouvements de soutien et partis politiques proches de lui pour occuper le terrain. Le meeting avorté du samedi 3 août dernier à Koumassi des partisans de Guillaume Soro est loin de les avoir découragés. Après la dernière sortie du député de Fersedougou le samedi dernier à Paris, où il n'a pas été tendre avec ses anciens alliés, les tenants du pouvoir, la plateforme des soroïstes annonce un meeting pour le samedi 17 août prochain à la place Laurent Gbagbo de Port-Boué à partir de 9h temps universel. Ce rendez-vous des soroïstes qui, au constat, sont en complète rupture avec leurs anciens alliés, va-t-il se tenir? C'est là toute la question. Mais Firmin Teko, Guillaume Soro se prépare à être dans le starting block pour 2020, mais est-il prêt? Est-ce que c'est une question énigmatique? Quand on voit Guillaume Soro, lui-même psychologiquement, il se dit déjà prêt. Sinon, il ne ferait pas tout ça. Guillaume Soro se dit déjà prêt. Il se dit déjà que Ouattara, politiquement, il est mort, qu'il peut lui succéder facilement. Sinon, il ne ferait jamais ça. Il ne serait jamais prêt. Il n'aurait jamais démissionné. Il ne serait pas allé voir Laurent Gbagbo en Belgique. Il n'aurait jamais eu ça. C'est parce que Guillaume Soro se dit qu'il est prêt. Mais ce qu'il faut relever, c'est que Guillaume Soro est très pressé. Trop pressé même. Et la deuxième chose, c'est comme j'ai l'impression que Guillaume Soro ne connaît pas Ouattara. Ouattara a eu à diriger le pays pendant 10 ans. Ouattara a eu à travailler avec les forces rebelles, les forces amies de Guillaume Soro. Il connaît un peu le système, l'entourage de Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui se dit qu'il a toutes les forces avec lui, que ce sont eux qui ont fait de Ouattara ce qu'il est. Mais il oublie que Ouattara a eu le pouvoir. Ouais, lui n'a jamais eu le pouvoir. Ouattara était chef d'État. Ouattara est un homme de pouvoir. Guillaume Soro, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais il y a des choses que Ouattara ne lui a jamais dites et ne lui dira jamais. Mais Guillaume Soro, pour lui, il se voit qu'il a déjà tout, il est prêt, il peut aller. Mais il oublie que Ouattara, c'est un homme de réseau. Plus que lui, c'est un enfant. Francisque Guillaume Soro, trop pressé? Non, moi, à l'heure actuelle, je ne peux que dire bonne chance à Soro Guillaume. Parce que j'avais déjà dit ici que je ne trouvais pas normal que ce soit un Soro Guillaume, c'est-à-dire les protagonistes anciens, tout comme Bédié, Gbagbo, qui soit à la tête du pays. Mais quand j'ai vu l'évolution par rapport au poste que Soro Guillaume a occupé, président de l'Assemblée nationale, tête comment l'appelle-t-on, de la rébellion. Parce qu'en fait, Guillaume Soro, si vous rentrez dans l'histoire, Guillaume Soro n'était pas rebelle à l'origine. Guillaume Soro était là lorsque les gens ont lancé la rébellion. Il cherchait un porte-parole. Et les autres qui étaient là, ils ne comprenaient rien, ils n'avaient pas le français dans la bouche et autres. Et donc, on a cherché un porte-parole comme Soro Guillaume qui est arrivé et qui a fait ses preuves sur le terrain. D'ailleurs, je pense qu'il a écrit un bouquin, Pourquoi suis-je devenu rebelle? J'ai bien envie de lire ce livre. Et je vous dis, on a des amis dans le temps, quand la guerre a commencé, puis sont arrivés ici,
pour voir le général Yadema. Quand ils étaient au salon, mais tous les officiers togolais, les grands, ils ont fermé le bureau, ils sont partis se retrouver quelque part pour se dire, mais c'est ces enfants-là, même Yadema même se disait, mais c'est ces enfants qui ont fait coup d'État en Côte d'Ivoire, à Bédié. Donc, vous voyez, il a grandi. Il disait bien que Ouattara, c'est un homme de réseau, oui, depuis la Banque mondiale. Mais est-ce qu'il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pour autant qu'il a été président? Il a fallu des gens pour le mettre. Oui. Et Soro a traversé. Son avion a été une fois percé d'obus. D'accord? Il a évolué, président de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il a vu. Et Ouattara même a dit, nous allons partir pour laisser la jeunesse. Mais c'est quelle jeunesse Ouattara a préparée? Si ce n'est pas Soro Guillaume qui est encore l'homme d'État, c'est-à-dire qui a fait les tréfonds de l'État depuis la naissance pour arriver là. Donc aujourd'hui, moi Là, on est quand même dans une société africaine qui est assez gérontocratique. Est-ce que Guillaume Soro ne doit pas attendre un peu quand même? En fait, Ouattara a perdu un peu de sa popularité. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'il a jamais été populaire? Ok. Le premier mandat de Ouattara, comme c'est arrivé, si ce n'est pas la force africaine et les Soro Guillaume qui tenaient les armes, et qui tenaient même une partie du pays, parce que les élections n'avaient eu lieu qu'au sud et non au nord. D'accord? Donc, c'est eux, disons, qui ont amené Ouattara au pouvoir. Mais le premier mandat de Ouattara, il faut reconnaître, il s'était mis comme un chef d'État. C'est le deuxième où, je crois, comme le pouvoir est devenu, je ne sais pas, un chocolat que les gens veulent avoir forcément dans la bouche jusqu'à la tombe. Donc, il a oublié qu'effectivement, il faut passer la main. Il faut se préparer. Est-ce que vous voyez? Donc, il a perdu le sens de la gestion de l'État. Et aujourd'hui, les déchirements sont là. Sinon, aujourd'hui, Bédié ne va pas quitter pour aller être le premier à visiter Gbagbo. Et la démarche de Soro, qui d'abord félicite la démarche de Bédié vers Gbagbo, mais c'est tout à fait normal. Donc il est la logique, il a une stratégie et une com qui colle avec. Voilà. Guillaume Soro, on sait qu'il est de la même génération que l'autre jeune, comment son nom m'échappe là, celui qui a été avec Gbagbo. Blé Goudé. Alors Blé Goudé, lui, il a dit clairement, 2020, ce n'est pas mon année. Guillaume Soro pouvait aussi être dans cette logique. Oui, Blé Goudé est beaucoup plus logique par rapport à Guillaume Soro. Il est beaucoup plus pragmatique. Non, Blé Goudé n'a pas pratiqué le pouvoir. Oui. Soro a pratiqué. Et je vous dis, le discours de Ouattara, c'est de laisser le pouvoir à la jeunesse. Mais quelle jeunesse Ouattara a préparé pour le succéder quand lui-même il veut encore empiler? Non, c'est ça qui est le problème. Vous savez, je pense que c'est une histoire de confiance, au fait. Ce qui se passe là, c'est une histoire de confiance entre Guillaume Soro et Ouattara. Ouattara, peut-être Guillaume Soro n'a pas pu rassurer Ouattara de toute sa confiance. Regardez ce que Guillaume Soro est en train de faire aujourd'hui. Regardez ce que Guillaume Soro a fait à Gbagbo. Juste après les élections, Guillaume Soro a choisi son camp. On dirait comme, je sais pas, personne ne lui interdit d'avoir de l'ambition. Mais regardez comment il a trahi Gbagbo. Il a été avec Gbagbo, c'est Gbagbo qui est notre Premier ministre. Et du jour au lendemain, vous dites, je ne suis plus avec vous. Et vous venez, et moi qui suis président, vous faites ça devant moi, et vous rangez devant moi. Je me dis, peut-être vous êtes un homme à intérêt. Et quand, du jour au lendemain, je me dis, mais je suis avec vous, mais je ne vous livre pas tous les secrets. Peut-être que d'un jour à l'autre, vous pourriez adopter ce même comportement à mon égard. Et maintenant, Guillaume Soro qui est là, et qui chaque fois montre à Ouattara qu'il veut lui succéder. Mais vous serez à sa place, vous ferez comment? C'est pour ça que Ouattara est en train de se refermer. Ouattara, il se renferme sur soi, il se recroqueville, et il dit, c'est comme il dit, ok, il n'a qu'à faire, on va voir. En quelque sorte, parce que Ouattara, c'est lui qui a le pouvoir. Il peut avoir toutes ses forces, mais Ouattara a le pouvoir. Ouattara a le pouvoir. Il a dans des pays voisins, il a des soutiens. Il a un soutien formidable ici. Avec Faure Gnassingbé, le Togo qui le soutient, le Togo qui l'a soutenu en 2010, 2011,
et le Togo qui le soutiendra probablement, c'est lorsqu'il en fera toujours la demande. Ouattara, il a le soutien. C'est peut-être aussi pour attendre la réciproque. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a le soutien de la communauté internationale, de la France. Il a tout ce soutien-là aujourd'hui. Mais le soutien le plus important, c'est celui des Ivoiriens. Est-ce qu'il n'a pas ça, forcément? Mais est-ce que, écoutez, Samuel Niavi, est-ce que Ouattara a eu fondamentalement le soutien des Ivoiriens en 2010? Je ne pense pas. Moi, j'ai eu à interviewer Maître Joseph Kofigo, qui a été grand ami de Gbagbo. Grand ami de Gbagbo. Est-ce qu'il vous a dit que Gbagbo n'était pas, comment l'appelle-t-on, n'avait pas gagné les élections? J'ai eu à interviewer Kofigo, j'ai eu à interviewer des gens ici, des Ivoiriens qui sont revenus ici, mais des personnalités entre guillemets, mais ils m'ont dit en quelque sorte comment se sont déroulées ces élections. N'eût été l'appui de Nicolas Sarkozy, président français d'alors, Ouattara n'avait jamais été président. Donc le soutien du peuple ivoirien, pour moi, ce n'est qu'un alibi virtuel. Oui. Le pouvoir, il faut le chercher ailleurs, et c'est ce que Ouattara est en train de faire. Mais j'ai l'impression que Guillaume Soro, il est un peu instable, et il est trop pressé, et il se lance dans toutes les marmites. Guillaume Soro, est-ce qu'il n'a pas, comme épine dans ses chaussettes, son passé rebelle aussi? Non, pas forcément. Si il dit que Ouattara est très puissant homme de réseau, il a fait la Banque mondiale, tout. Mais ça ne lui a pas donné le pouvoir après Gbagbo. Je vous dis, ces jeunes-là sont venus, nos petits frères sont venus voir Yadema ici. S'ils veulent avoir la confiance du fort, comme c'est fort qui soutient les présidents restés au pouvoir, s'ils veulent avoir, ils viendront le voir. Ce que Ouattara propose, eux aussi peuvent proposer. Je ne sais pas si vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. C'est un pays où la richesse a touché beaucoup de monde. D'accord? Ce n'est pas ailleurs où c'est la minorité qui a la richesse. La richesse, et Soro Guillaume, là où il est, je vous dis, il a développé son réseau il y a longtemps. Le pays a ses intérêts. Ce n'est pas des amis. C'est depuis, comment l'appelle-t-on, général de Gaulle. Le même pays à côté, le Togo, peut livrer les armes à Gbagbo. Je n'ai pas dit qu'ils ont livré les armes. Peut livrer les armes à Gbagbo, peut livrer les armes à Ouattara. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dépend des intérêts, ce qu'on propose. Donc, ça là, ne dites pas d'office quelque chose. La France, là, aujourd'hui, la France a changé. Sarkozy, on a vu. Sarkozy, c'est un mafieux. Excusez-moi le terme. Dans tous les coups fourrés du continent, que ce soit les gisements, Sarkozy est dedans et cité partout. Donc il ne peut que faire ça. Aujourd'hui, la France... C'est Sarkozy qui a célébré le mariage de Ouattara en 1990, lorsqu'il était maire de Neuilly. Oui, mais il n'est plus au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Macron est là. Macron est là. Je pense que le samedi, Ouattara et Macron vont avoir un dîner. Ça, ce n'est pas un souci. Comme vous le dites, il y a le terrain. Le point focal de la France en Afrique de l'Ouest, Gbagbo était, comme vous le dites, populaire à l'époque, mais ça n'a pas fait que Gbagbo est resté. Donc aujourd'hui, les donnes ont changé. On n'est qu'à quelques mois de la présidentielle. Si un candidat comme Soro ne peut pas sortir du lot, d'abord, il a montré qu'il a coupé avec la gestion Ouattara. OK? Donc aujourd'hui, il se lance et c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai l'impression qu'il se comporte comme c'était Manuel Basse. Non. Bon, ok, il n'a pas besoin. Mais c'était comme. Quand ils voient le palais présidentiel comme ça, c'est comme. Ils se disent, c'est possible, je peux y arriver. On peut tout rater. Non, l'honnêteté devait venir de Ouattara, qui vient de finir son deuxième mandat. Si Ouattara nous montre demain que nous avons tel jeune, parce que lui-même il a dit qu'il faut passer le pouvoir aux jeunes. Si nous avons tel jeune qui va passer, on jugera le comportement, le passé du jeune par rapport à Soro. Alors maintenant, Guillaume Soro, c'est vrai que c'est de lui qu'on parle, mais est-ce que Guillaume Soro peut gagner une élection en Côte d'Ivoire? Je parle d'élection, je ne parle pas une élection forcée, mais une véritable élection. La question est fondamentale même, mais je ne pense pas que Guillaume Soro même pense comme ça. Guillaume Soro se dit que tout est déjà fait prêt pour lui et il peut user de tous les moyens pour gagner les élections. Mais Guillaume Soro peut avoir le Nord. Avec les rebelles, Guillaume Soro, parce que c'est le Nord qu'il a eu à beaucoup travailler pendant longtemps. Guillaume Soro a le Nord. Guillaume Soro a les forces armées. Mais
Mais Guillaume Soro, je ne pense pas que Guillaume Soro ait toute la population ivoirienne derrière lui. C'est la question qu'il faut se poser. Guillaume Soro, c'est un homme rebelle, tout ça. Il a juste des entités. Mais les entités populaires, il ne les a pas avec lui. C'est la question que c'est ce que moi je peux me dire. Guillaume Soro, il a un soutien stratégique et non un soutien populaire. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, toute la population ivoirienne ne sait pas encore prononcer ou ne sait pas encore positionner derrière lui pour lui dire Guillaume Soro, on t'apporte tout notre soutien. La population pour le moment elle est divisée. Et je me dis mais qu'elle ne se prononce même pas. Pour le moment, il n'a que de petits soutiens stratégiques. Et il se fraye son chemin, tout en étant tellement sûr qu'il va remplir en 2020. Ce que moi je trouve un peu dubitatif. Élection 2020, un Guillaume Soro peut-il gagner? Non, moi je ne suis pas devin. Mais... Non, c'est-à-dire quand on prend, par exemple, toute l'organisation qui suit le FPI, c'est une machine. Oui. Le PDCI, c'est une machine. Même le RDR, Guillaume Soro, ce n'est que Guillaume Soro. Oui, tout dépend. Oui, c'est son image qu'il vend. Oui, Il n'a pas encore quelque chose qui le porte. Tout dépend de la démarche. La démarche, il a commencé. Il est proche de... Aujourd'hui, il est proche de Bédié. Il est en train de se rapprocher de Gbagbo. Et Ouattara n'offre pas d'alternative. Lui, il laisse toujours le suspense qu'il va encore remplir un troisième mandat, ce qui n'est pas de la vie quand même des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, comme tel que Firmin le dit, que la population, on ne peut jamais avoir la population avec soi. Mais aujourd'hui, le candidat en vue qui tranche avec les cumuls de pouvoir et choses, aujourd'hui c'est celui on peut faire une petite analyse, scientifique. Que les prochains candidats sortent et qu'on puisse comparer. Oui, on peut faire une petite analyse scientifique qui est très simple et banale. Le fichier électoral aujourd'hui qu'il a, c'est Ouattara. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le recensement, les aigris, les frustrés, ceux-là qui soutiennent l'opposition n'étaient pas allés se faire recenser. Au moins les 7 millions qui sont sortis, sur les 22 millions, les 7 millions qui sont sortis sont en Ouattara. D'accord, on va dans l'antenne si vous permettez, on va aller à la pause et on revient après.